Bonjour tout le monde. On va attendre quelques instants que d'autres participantes nous rejoignent. Je vais pouvoir commencer. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous voir ce matin pour un petit déjeuner à 8h30 pour certains d'entre nous. Donc avant toute chose, même si cet événement est en virtuel, nous rejoignons cet appel de différents lieux à travers ce que nous appelons maintenant le Canada. Je vous rejoins personnellement de Tiohtià:ke, ou communément connu sous le nom de Montréal. C'est un territoire qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange pour les peuples autochtones, y compris les nations Haudenosaunee et Anishinaabe. Donc, par la présente, nous tenons à honorer, reconnaître et respecter ces nations à titre de gardiennes traditionnelles des terres et de l'eau, sur lesquelles je vous rejoins aujourd'hui. Et je tiens à les remercier pour leur hospitalité qui me permet de me joindre à vous dans de bonnes conditions. Euh, donc, on est vendredi, on débute la deuxième semaine de la COP. Puis, comme vous le savez, ce panel est organisé dans le cadre des dialogues pour le climat. C'est des rencontres, c'est 2 semaines de rencontres intersectorielles qui coïncident avec les dates de la COP, évidemment. Et ça offre vraiment une plateforme vraiment propice aux échanges et à l'apprentissage, que ce soit sur des sujets relatifs au COP ou sur des enjeux environnementaux québécois et canadiens. Donc, vous pouvez accéder à l'ensemble de nos autres panels que vous trouverez en lien dans le chat. Puis, évidemment, nous tenons à remercier nos commanditaires et les organismes partenaires des dialogues qui nous ont permis l'organisation de ce bel événement. Donc, au niveau du fonctionnement de l'événement, évidemment, comme d'habitude, c'est un événement qui est enregistré. Donc, si vous n'êtes pas confortable avec ça, ben, votre micro est coupé pour l'instant, mais dans la période de questions, vous pouvez poser vos questions dans le chat si ce serait à privilégier. Puis au niveau des questions, comme je l'ai dit, tout au long du panel, vous allez pouvoir poser des questions dans le chat sans problème. Nous, on va les prendre en note. Puis, sinon aussi, à la fin du panel, il y aura une période de questions d'environ 15 minutes. Donc là, vous serez vraiment invité à lever la main. Moi, je vous donnerai la parole, puis nos panélistes pourront répondre à toutes vos questions. Donc, sans plus tarder, je vous présente Lucie Sauvé, notre animatrice pour aujourd'hui. Bonjour Lucie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je te passe la parole. Bien. Alors, bonjour à tout le monde et je suis vraiment contente de partager ces beaux moments avec vous pour discuter d'éducation. En fait, plus spécifiquement d'éducation relative à l'environnement, puis du rôle des jeunes dans le contexte des transformations majeures dont on a bien besoin dans nos sociétés actuellement. Alors, un peu de contexte avant d'entendre nos panélistes. Eh bien, on se retrouve ensemble en ce 8e jour de la COP 28 et qui est axé, cette journée-là est axée sur le thème jeunesse, enfants, compétences, éducation. Alors, le thème de l'éducation a pris une place grandissante au fil des COP. Et pour la première fois de son histoire, la COP 28 va mettre l'accent sur l'éducation en lui consacrant un pavillon sur le site. C'est le Centre pour une éducation verte qui va associer l'UNESCO, qui associe l'UNESCO au ministère de l'Éducation des Émirats arabes unis. Alors, on le sait, l'UNESCO a joué depuis longtemps un rôle majeur pour la prise en compte des questions environnementales en éducation. Dans les années 70, il y a eu le lancement du Programme international d'éducation relative à l'environnement et il faut relire vraiment les déclarations et tous les textes produits à cette époque pour constater la pertinence des fondements socio-écologiques qui étaient adoptés et puis des stratégies qui étaient proposées. Malheureusement, l'action n'a pas suivi.
dans les systèmes d'éducation. Et puis, bon, au milieu des années 90, il y a eu le grand virage de l'UNESCO vers l'éducation pour le développement durable qui met en avant, en fait, la dimension économique de notre rapport au monde. Alors, puis dans la foulée, ben, il y a eu de très nombreuses rencontres, conférences, déclarations, sommets à l'échelle internationale au fil des années pour développer évidemment cette avenue de l'éducation au développement durable. Et on n'aura pas le temps évidemment de développer ça, mais peut-être simplement rappeler l'importance du quatrième objectif des objectifs de développement durable de l'ONU qui porte justement sur l'éducation pour le développement durable, un développement qui est explicitement défini en introduction du document comme une croissance économique soutenue. Alors, on peut se demander ici si on n'est pas en train de vouloir résoudre les problèmes socio-écologiques du monde en appliquant un soi-disant remède qui est pourtant la cause de ces problèmes-là. Alors, et puis aussi, de plus en plus, dans le contexte actuel, ben, on va parler d'éducation au changement climatique et toujours dans une perspective de développement durable. Donc, une éducation en réaction à la crise climatique, puis évidemment, l'urgence oblige, et puis aussi une éducation axée sur une conception nord-occidentale de ce qu'on appelle le développement. Le directeur général de la COP 28 a déclaré: l'éducation est un moteur essentiel pour développer les compétences nécessaires à la future économie climatique. Dans le programme de cette COP 28, on précise d'ailleurs que l'objectif ultime de cette COP, c'est d'habiliter les jeunes à prospérer dans un avenir durable tout en luttant contre les changements climatiques. Alors, on peut se demander si l'objectif ultime de prospérer est approprié. L'inclusion ici des jeunes dans un certain projet économique à travers l'innovation, les emplois verts, comme on peut le lire dans le programme, ben, c'est présenté ici comme une voie de solution. Alors, puis dans le programme aussi de cette journée de la COP 28, on incite à reconnaître que les enfants et les jeunes sont particulièrement vulnérables aux impacts des changements climatiques. Et c'est malheureusement le cas. Mais aussi, peut-être que tout en considérant que les jeunes sont vulnérables, on peut aussi reconnaître leur rôle comme idéateurs et acteurs de changement. Alors, c'est pour ça que la participation des jeunes à cette coop est très importante. La voix des jeunes, d'ailleurs, se fait entendre de plus en plus, en particulier à travers toutes ces marches pour le climat au fil des dernières années. On a mis quelqu'un au monde, il faudrait peut-être l'écouter. Alors, c'est pour ça, c'est de ça, en fait, qu'on va parler ensemble dans ce panel. Ce panel qui s'intitule L'éducation relative à l'environnement, réflexion pour de profondes transformations. Alors, on va discuter de ces questions avec nos panélistes qu'on a le privilège d'avoir avec nous aujourd'hui. Alors, Lilou Seili, Hugues Asselin, Martine Portocarrero. Et puis, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation de participer à ce panel. Et je ne vous présenterai pas tout de suite ensemble. Je vais vous présenter l'un après l'autre au moment là, de vous entendre plus spécifiquement. Alors, on va y aller avec Martine d'abord. Martine, tu es chargée de programme à l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, la COSI. Tu es notamment responsable des dossiers sécurité, jeunesse et environnement. Et tu animes la communauté de pratique en environnement de l'association. Et tu coordonnes le programme de délégation jeunesse qui permet aux jeunes du Québec de participer
à des grands événements internationaux qui visent la défense et la promotion des droits humains, de la paix, de l'environnement. Tu as participé à la COP 27 et puis tu nous rejoins actuellement depuis Dubaï à la COP 28. Alors, on a bien hâte d'avoir des nouvelles de ce qui se passe là-bas. On sait qu'il y a toute une société civile qui contribue au débat sur place, dont des jeunes. Alors, Martine, dis-nous, euh, quel est le rôle des jeunes à la COP? Euh, qu'est-ce qu'il y en est du message que les jeunes souhaitent passer? Est-ce qu'ils ont un message à passer? Quels sont leurs souhaits, leurs demandes, leurs propositions? Qu'est-ce qu'ils attendent, les jeunes, de l'éducation, puis plus spécifiquement d'une éducation relative à l'environnement? J'aimerais savoir si est-ce que vous m'entendez? Parfait, Oui, excellent. Je m'excuse, mais en effet, la connexion c'est un petit peu compliqué ici. Mais oui, merci beaucoup, Lucie. Oui, en effet, je suis à Dubaï, à la COP depuis environ une semaine. Et j'accompagne, comme tu l'as très bien souligné, une délégation de 5 jeunes du Québec. Et c'est une initiative, en fait, que depuis quelques années, la COSI a mis en place. Donc, on organise des délégations jeunesse qui participent à des événements internationaux d'envergure, comme c'est le cas de la COP. Donc, oui, alors, pour ta première question sur le rôle des jeunes à la COP, euh, la première chose que je pourrais dire, en fait, c'est que la jeunesse et en fait la société civile en général ont toujours participé au processus des COP, de la COP. Et on le voit, je le constate à chaque COP, le rôle des jeunes, le rôle des groupes, de la société civile est essentiel. Et essentiel pour exprimer nos préoccupations, essentiel pour faire valoir nos actions, nos propositions, et aussi et surtout, je pourrais dire, de faire pression aux États pour qu'ils respectent aussi leurs engagements concernant l'action climatique. Et on le voit dans les cas des gouvernements du Québec et du Canada. On le constate là, à l'heure actuelle, que la présence de la société civile canadienne, québécoise, et dont les jeunes, il y a une présence des jeunes du Québec et du Canada très, très importante. On le voit que ça se fait sentir auprès de nos représentants des gouvernements. Par exemple, on a eu euh, avant-hier, si je ne me trompe pas, on a eu une rencontre avec le ministre Charette et justement, les jeunes québécois lui ont demandé, par exemple, ont demandé au gouvernement du Québec qu'il contribue, par exemple, au nouveau fonds qui a été mis en place le premier jour de la COP, les fonds de pertes et dommages. Donc, ça, c'était très, très intéressant parce que juste avant la COP, le gouvernement du Québec disait, nous, on ne peut pas s'engager tant que les nouveaux fonds soient mis en place. Les nouveaux fonds ont été mis en place la première journée, donc on a pu interpeller notre gouvernement et le ministre Charette s'est engagé, par exemple, auprès des jeunes que le Québec, le gouvernement du Québec va contribuer à ces nouveaux fonds dans un avenir proche. Et donc, ça, c'est un aspect intéressant. C'est un exemple de comment la jeunesse du Québec est active ici à la COP. Mais il faut se dire aussi, quand même, que la participation des jeunes au niveau général, ça devient vraiment de plus en plus difficile. Et on le voit aussi ici à la COP 28. C'est vrai qu'on parle de, oui, cette COP-là, il accueille 70 000 personnes, c'est la plus grande COP de l'histoire, etc., etc. Mais dans les faits, en fait, la participation des jeunes, la participation de la société civile, des groupes marginalisés est restreinte. Et je ne sais pas si vous avez vu dans les nouvelles, il y a 2, 3 jours, et en fait, il y a un record au niveau de la participation des lobbyistes des énergies fossiles à la COP 28. On parle d'environ 2500 représentants, 2500 lobbyistes qui participent à la COP 28. Déjà à la COP 27 de l'année dernière, on parlait d'une présence très forte
la, la COP28, on parle de 4 fois plus nombreux qu'à la COP de l'année dernière. Donc, on l'a vu à la COP27, on le voit à la COP28. Les personnes qui participent, en fait, pour la plupart, je pourrais dire, ce sont des personnes ou des grandes élites des pays du Nord. Donc, c'est très compliqué. C'est très compliqué le travail que nous on mène ici. C'est très compliqué de parler d'inclusion. Euh, à notre exemple, on ne peut pas parler d'inclusion quand les prix pour venir ici, pour prendre l'avion, pour se loger, pour se nourrir, ce sont des prix vraiment très exorbitants. Donc, c'est très compliqué, mais je pourrais dire que la présence des jeunes, pas seulement du Québec, mais la présence des jeunes de l'Amérique latine, la présence des jeunes de l'Afrique, de l'Asie, se fait sentir quand même. Donc, oui, il y a une présence, mais une inquiétude qu'on a, ou que les groupes de jeunes, on a aussi, c'est au niveau de la représentation dans la gouvernance climatique. Donc, c'est quelque chose que les jeunes, que la société civile internationale exige depuis déjà un moment, je pourrais dire. C'est super important, c'est essentiel en fait que la jeunesse soit consultée sur les décisions politiques en matière d'action climatique. Et pourquoi? Parce que ben, ce sont les jeunes en fait qui vont composer avec les conséquences des changements climatiques. Donc, peut-être que je pourrais essayer de faire les liens avec ta deuxième question, ta question en lien avec l'éducation relative à l'environnement, comment est-ce qu'elle renforce le pouvoir d'agir des jeunes. Et, et je pourrais dire peut-être que quand on parle en fait d'éducation relative à l'environnement, à mon avis, il y a comme 2 composants qui sont clés au niveau du pouvoir d'agir des jeunes. C'est-à-dire, là, je parle de la sensibilisation et de la mobilisation. Je pense que ces 2 éléments-là doivent être considérés en fait comme des leviers d'engagement des jeunes quand on est en faveur de l'environnement. Donc, comme tu le disais tantôt, Lucie, oui, c'est vrai qu'au Québec, on a une jeunesse sensible, mobilisée. Comme tu l'as très bien dit, on les voit ça dans les rues, manifestations, dans des actions, mobilisations. Mais je pense quand même que c'est essentiel de renforcer et d'amplifier cette mobilisation et d'exiger, comme je disais tout à l'heure, que les jeunes soient considérés comme des acteurs clés, des actrices clés dans les solutions face au changement climatique. Et là, si je peux me permettre très rapidement, je me réfère comme un parallèle avec ce qui se passe dans d'autres régions du monde quand on parle de l'importance de l'éducation relative à l'environnement. Et, et tu le disais, Lucie, aussi au début, le rôle clé de l'éducation comme moyen pour soutenir l'adaptation et de renforcer la résilience des sociétés. Je voudrais m'attarder sur ce dernier point-là, la résilience. Et justement, ce matin, comme tu disais aussi, Lucie, aujourd'hui, la journée à la COP, c'est la journée des jeunes, des enfants. Et j'ai participé à une activité ce matin, une conférence qui était organisée par Jungo. Jungo, les groupes officiels de la Convention cadre des Nations Unies au niveau de la jeunesse. Et il y a quelque chose qui m'a marqué, notamment une intervention, c'était le ministre de la jeunesse de Somalie. Et en fait, lui, il disait qu'il voit de plus en plus dans son pays, mais aussi dans sa région, que la jeunesse est inquiète par rapport à leur environnement, oui, mais aussi inquiète par leur santé mentale. Ça m'a marqué parce que au Québec aussi, on parle de plus en plus de l'éco-anxiété, par exemple. Ces sentiments de peur, de colère, d'impuissance, de pression concernant ce qui se passe en matière environnementale. Et là, après ma participation à cette conférence-là, je suis allé faire un peu de recherche et j'ai trouvé une étude que j'aimerais partager avec vous. Une étude qui a été menée en 2021 dans 10 pays, et pas seulement des pays dans l'hémisphère nord, sinon aussi des pays dans
dans l'hémisphère sud et qui montre que 60% des 10 000 jeunes interrogés, 60%, se disent extrêmement inquiets ou très inquiets par rapport au changement climatique. Ça, c'est une étude qui se fait sur une échelle internationale, mais il y a aussi une étude qui a été menée par l'Université de Sherbrooke en 2021 aussi, et qui montre des résultats très, très similaires en fait. C'est une étude qui a été menée auprès de 10 000 jeunes et qui révélait que 50% des adultes de 18 à 24 ans au Québec disent présenter des symptômes reliés à l'éco-anxiété. Pourquoi je parle de tout ça? Peut-être c'est parce que, en fait, c'est là où je vois l'importance et les rôles clés qui peut jouer l'éducation relative à l'environnement pour que, d'un côté, on puisse comprendre les problématiques, oui, les problématiques reliées au changement climatique, mais de l'autre côté aussi, pour savoir comment on peut les affronter. Donc, à mon avis, on voit qu'il y a une nécessité du Québec et à l'international aussi, une nécessité de promouvoir un discours plus orienté vers le pouvoir d'agir que la crise en soi. On ne peut pas se focaliser seulement dans les aspects négatifs. Je pense en fait que l'éducation relative à l'environnement a un potentiel de transformation sociale positive et qu'elle doit occuper une place de plus en plus importante dans les milieux institutionnels, dans les milieux académiques, non académiques, sur le terrain. On le voit à la COP, on le voit au Québec, on le voit à l'international. C'est une demande de la jeunesse et nous devons répondre de façon adéquate et rapidement en tant que société. Voilà, merci. Merci beaucoup, Martine. Et tu as raison, évidemment, on va insister sur l'importance d'ouvrir un espace aux jeunes comme acteurs de ce monde. Et puis, justement, les jeunes invités à définir ce qu'on entend par économie, parce que je voyais là un commentaire dans l'espace d'échange où on se posait la question, mais qu'est-ce que c'est finalement l'économie? Il y a bien des définitions, puis peut-être que tout à l'heure, Hugues, qui s'est spécialisé sur cette question, pourra en glisser un mot. En fait, si on considère que l'économène, c'est la décision collective des règles du vivre ensemble, ben justement, donnons la place aux jeunes pour définir ces règles du vivre ensemble. Mais si l'économie, malheureusement, est définie par les organismes internationaux et le monde politico-économique comme une croissance économique soutenue et une certaine prospérité selon une vision nord-occidentale du monde, ben c'est là qu'il y a un problème. Alors, ben merci Martine. Et puis maintenant, on va se tourner vers Lilou, qui est avec nous. Lilou, tu es coordonnatrice des relations avec les communautés chez Transition en commun, qui est une alliance pour la transition socio-écologique. Et tu t'es impliquée dans plusieurs luttes au sein des mouvements sociaux, des mouvements citoyens, comme dans ton quartier, avec mobilisation 6600, une magnifique mobilisation. Et aussi, tu t'es engagée dans les mouvements, dans les mouvements étudiants. Tu as cofondé la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social, la SEV. Tu as été co-porte-parole pendant plusieurs années, pendant un bout de temps là, de cette coalition-là. Tu t'es impliqué récemment aussi dans les forums du mouvement Parlons Éducation. Alors vraiment, tu as un regard privilégié, Lilou, sur les attentes des jeunes à l'égard de l'éducation, sur leur capacité d'action en matière d'environnement. Alors, ben, on aimerait beaucoup t'entendre sur ces questions-là, Lilou. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Donc, c'est ça, moi, je m'appelle Lilou et je, je, je dirais dans un premier temps que
ce qui nous manque un peu du côté de la jeunesse, c'est du sens et de l'espoir. Donc, on n'entend pas souvent ça dans les médias aujourd'hui. C'est beaucoup, que ce soit à l'école ou dans les médias, sur les réseaux sociaux, c'est assez négatif, les images, les messages qu'on reçoit. Donc, je dirais que à l'école, une chose qui pourrait être intéressante, c'est oui, de nous enseigner ce qui va pas bien. Donc, tout ce quand on parle euh, d'une éducation sur les changements climatiques, mais de nous enseigner aussi c'est quoi les solutions. Parce qu'en effet, sinon, ben, c'est sûr que ça mène à des émotions comme l'impuissance, comme la colère, comme le cynisme. Là. On a une génération qui est extrêmement cynique. Je parle de mes frères et sœurs plus jeunes. Là. Euh, mais moi j'ai beaucoup espoir, là, je vais le dire. Moi, j'ai beaucoup espoir. Puis je pense que une des choses qui m'aide à voir cet espoir-là, c'est la transition. Quand on parle de transition socio-écologique, moi, je la définis beaucoup comme ben, j'utilise beaucoup le vocable création-destruction. Donc, pour moi, il faut créer à la fois des initiatives, des communautés résilientes, et il faut détruire, donc s'opposer à des projets écocidaires, il faut sortir dans la rue. Puis souvent, je trouve qu'on met en opposition ces deux choses-là, travailler à l'intérieur ou à l'extérieur du système. Euh, fait que je pense que il faut qu'on valorise ces deux approches-là, puis il y a des gens qui vont faire les deux, puis il faut qu'on se parle, il faut qu'on dialogue. Puis dans cette création-là, moi, ce qui m'aide en tout cas à avoir espoir, c'est de faire un peu les deux. Fait que de créer et de détruire. Fait que quand on parle de création, on parle de nouvelles solutions. Moi, maintenant, je vois ces chemins du changement-là, notamment grâce par exemple, l'économie sociale. Donc, quand on parle d'éducation relative à l'environnement, pour moi, c'est essentiel de présenter cette option-là comme ben, d'offrir un enseignement pluraliste de l'économie, c'est-à-dire que oui, il y a le système marchand capitaliste, puis c'est présenté comme naturel, ou c'est une fatalité, ou ça a toujours été comme ça, l'homme est un loup pour l'homme, c'est que tout est transaction économique, alors qu'au final, non, il y a plein d'autres manières de faire. C'est pas juste le capitalisme ou le communisme. Là. Il y a souvent cette opposition-là dans la tête des gens, mais de dire non, il y a l'économie sociale, il y a l'économie circulaire, l'économie du don, l'économie communautaire, l'économie populaire, il y en a plein. Puis on n'apprend pas ça à l'école. Puis là, wow, moi, je sais que ça m'a comme ouvert les yeux. Puis j'étais comme, OK, il existe d'autres manières de faire les choses. Donc, d'un côté, il y a ça dans la création, donc pour moi qui est important. Puis, donc d'apprendre à l'école la création, mais d'apprendre à l'école aussi le volet opposition ou destruction. Fait que d'enseigner l'engagement dans sa communauté à l'école. Aujourd'hui, on n'apprend pas la démocratie. À l'école, on apprend l'histoire de la démocratie, on apprend à Ecclésia, Woolley ou autre, mais on n'apprend pas à, je sais pas moi, avoir des périodes d'assemblée générale à l'horaire, de décider en début d'année, ça va être quoi le menu à la cafétéria, puis de s'organiser pour que les repas aient lieu. Je veux dire, il y a des exemples de ça à travers le monde. Là. Je pense que c'est à Paris ou ailleurs en France qu'il y a un lycée autogéré où c'est les étudiants et étudiantes qui prennent en charge. Donc, avec, oui, certaines notions académiques, viennent tout plein de notions je sais pas, d'apprentissage de vie, en fait, de collaborer, de décider, de discuter, d'entreprendre. Fait qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup enseigner avec une vision commerciale de la chose, donc de se lancer en affaires, d'avoir sa propre entreprise, tu as des écoles de commerce, alors que militer, s'engager, ben, c'est une forme d'entrepreneuriat collectif et elle n'est pas enseignée, elle n'est pas forcément valorisée à l'école. Au contraire, il y a même une forme de répression dans les écoles au niveau des directions ou autres. Donc, d'enseigner cette partie-là de hey, voici l'agentivité que vous pouvez avoir sur votre communauté, voici l'impact que vous pouvez avoir. Je pense que ce serait des des éléments de solution assez intéressants, autant c'est ça, dans la création que l'opposition. Puis je pense que c'est des lacunes en ce moment dans le système d'éducation. Fait que, je sais pas, je suis à combien de temps en fait, mais j'ai encore du temps. Fait que c'est ça. Ben, en fait, moi, je vais m'arrêter là, puis je continuerai plus tard, je compléterai la période de questions. Ah, ça a apporté, Lilou, d'excellentes perspectives de réflexion sur l'engagement, sur les types justement d'engagement dans certaines formes d'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat de la militance. Et toi, je veux dire, tu as vécu ça collectivement.
avec les citoyens de ton quartier pour la préservation d'un espace de vie collective, un espace vert, un espace de vie collective. Et tu l'as beaucoup connu aussi avec les étudiants, où finalement, on apprend ensemble dans les mouvements ce qu'est la démocratie et ce que signifie le mot politique. Politique qui veut dire s'occuper ensemble des choses qui nous concernent tous, hein? Y compris définir cette économie, ces règles de la vie commune. Alors, merci beaucoup, Lilou. On poursuivra tout à l'heure. Alors là, on va se tourner vers Hugues. Ben, Hugues, justement, je me souviens bien de ta maîtrise, ton mémoire de maîtrise en sciences de l'environnement, où tu as examiné la façon dont on enseigne les liens entre l'économie et l'environnement aux étudiants, aux étudiantes à l'université. Et puis ensuite, tu es devenu coordonnateur et agent de recherche au Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté de l'UQAM. Et puis à l'UQAM aussi, ben, tu es chargé de cours en éducation relative à l'environnement dans les programmes de formation à l'enseignement au département de didactique. Et puis, tu coordonnes la coalition Éducation, Environnement, Éco-citoyenneté, qui est une coalition de personnes et d'organisations, de partenaires, porteuses d'une proposition de politique publique intitulée la Stratégie québécoise d'éducation en matière d'environnement et d'éco-citoyenneté, qu'on a d'ailleurs eu le plaisir de développer ensemble avec nos partenaires des milieux de pratique. Et puis maintenant, tu es président de l'ACUPER, l'Association québécoise pour la promotion de l'éducation relative à l'environnement. Alors, avec tout ce cheminement et tous ces engagements, tu es certainement bien placé pour nous parler des besoins du système d'éducation, du système éducatif, pour y intégrer adéquatement l'éducation relative à l'environnement. Alors, quels sont les besoins, quels sont les freins actuellement, et puis quels sont les leviers qui permettraient d'enclencher cette transformation qui, on l'a vu, Lilou l'a explicité, est attendue des jeunes. Alors, on t'écoute, Hugues. Merci beaucoup, Lucie. Ben, parmi les besoins, en fait, là, du système d'éducation, puis quand je dis système d'éducation, j'entends à la fois le système d'éducation formelle que l'ensemble aussi du système d'éducation non formel, donc ce qu'on entend généralement quand on parle de société éducative, donc de l'ensemble de tous les acteurs et organismes qui participent à l'effort éducatif collectif. Puis, ben, au regard d'une situation très actuelle dans le milieu de l'éducation, je pense que l'éducation souffre d'une plus grande reconnaissance, en fait. Je pense qu'on a besoin de revaloriser l'éducation en tant que fonction là, sociale au Québec, notamment, mais ailleurs dans le monde aussi. Je pense qu'on entend souvent que l'éducation est une priorité, mais c'est une priorité qui se matérialise malheureusement très difficilement dans les décisions politiques. On le voit actuellement avec la grève qui est menée par le Front commun, dont une large partie est constituée des différents personnels de l'éducation. On voit que les personnels de l'éducation sont à bout de souffle présentement. Depuis plus de 20 ans, en fait, les gouvernements qui se succèdent peinent vraiment à revaloriser la profession enseignante. On fait face à une pénurie de personnel historique dans le réseau. Les taux d'épuisement professionnel sont à leur plus haut niveau depuis de nombreuses années. On assiste à des vagues inégalées de démissions dans le milieu. Tout ça témoigne en fait d'un manque d'amour assez profond là, à l'égard de l'éducation au Québec. Puis je pense qu'il y a un effort collectif là, à faire pour remettre de l'avant l'éducation comme fonction sociale de développement puis d'épanouissement personnel et collectif aussi. Pas juste
comme instrument pour un marché ou pour développer des travailleurs malléables ou corvéables, mais vraiment comme une fonction collective culturelle importante. Donc, il y a là, je pense, un enjeu important là, à mettre de l'avant. Si on se penche davantage sur l'aspect peut-être plus spécifique de l'éducation relative à l'environnement, bien évidemment, depuis plusieurs années, il y a de nombreux acteurs et actrices qui se penchent sur la question de ces besoins-là. Quels sont les besoins des acteurs et des organisations en éducation relative à l'environnement? Puis, au terme de nombreuses rencontres, discussions, en fait, les acteurs en sont venus à formuler un besoin d'institutionnalisation de l'éducation relative à l'environnement. Donc, un besoin justement qui se traduit par une reconnaissance officielle à travers des politiques publiques dont tu as parlé brièvement, Lucie. Donc, ces politiques publiques-là, qu'est-ce qu'elles visent? En fait, bien, elles visent oui, à accorder justement cette reconnaissance, cette valorisation, mais aussi à offrir un soutien concret à l'action qui se réalise dans les milieux, qui jusqu'ici est portée par des personnes de façon souvent bénévole, non reconnue, isolée, qui méritent finalement un meilleur soutien de la part des ministères qui sont concernés. Donc, une institutionnalisation, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se déploie? Ben, en fait, ça se déploie à travers une série de mesures à la fois pour le secteur d'éducation en milieu formel, comme on le disait. Donc, à travers, par exemple, une meilleure prise en compte dans la formation initiale des enseignants et enseignantes du rapport à l'environnement pour que l'éducation puisse se faire non seulement à propos de l'environnement, mais qu'une éducation puisse se faire aussi dans, par et pour l'environnement aussi. Donc, il faut accompagner le personnel, le futur personnel enseignant. De la même façon qu'il faut aussi développer une offre de formation continue pour soutenir les différents personnels qui sont en place, qui veulent intégrer ce rapport à l'environnement dans leur éducation et qui savent souvent pas trop comment s'y prendre. Donc, il faut développer cette offre de formation-là, pas dans une perspective de l'imposer nécessairement, mais au moins pour que les gens qui veulent le faire puissent y avoir accès. Et ça, malheureusement, ça manque encore dans les systèmes. Évidemment, ça passe aussi par une révision des programmes de formation, le programme de formation de l'École québécoise, qui offre certaines prises, évidemment, mais qui mériterait d'être mis, qui mériterait en fait d'avoir des précisions pour mieux articuler une éducation relative à l'environnement, parce qu'actuellement, en fait, pour des enseignants qui ne savent pas trop comment s'y prendre ou qui ne veulent pas le faire, ben le programme n'envoie aucune indication, aucune façon de procéder, aucun contenu qui permette finalement d'accompagner les jeunes dans les écoles à cet égard-là. Donc, il y a nécessairement une révision des programmes de formation à opérer aussi. Et puis, j'avais pris d'autres notes, désolé, je regarde. Ben, évidemment, mais c'est ça. Oui, que l'école aussi puisse s'ouvrir sur son milieu, parce que souvent, malheureusement, dans le système formel, ce qu'on constate, c'est que les écoles travaillent en vase clos à l'égard du milieu qui les environne. On parle du milieu environnemental, mais du milieu collectif, du milieu social aussi. Donc, une plus grande ouverture des écoles sur leur milieu engage finalement l'autre portion de la société éducative dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire toute l'éducation qui se fait en milieu non formel grâce à des organisations comme les ONG, les OBNL, les parcs, les musées, les bibliothèques, tous ces tiers-lieux qui contribuent à l'effort collectif éducatif. Donc, avec une plus grande ouverture de l'école sur son milieu, bien évidemment, ces acteurs-là sont plus à même de participer à la mission de l'école qui vise la formation, le développement intégral des personnes et des collectifs. Mais aussi, ces organisations-là de la société de l'éducation non formelle participent aussi à une éducation citoyenne au-delà de l'école, donc une formation aussi de la population puis du public élargi. Donc, il faut aussi reconnaître l'effort mené par ces organisations-là. Donc, une institutionnalisation qui vise à mieux soutenir l'effort de ces organisations-là participe à une plus grande synergie collective de l'ensemble des efforts éducatifs. Donc, il y a plusieurs besoins comme ça qu'on est capable de repérer. Maintenant, quand on pose la question des leviers sur lesquels on peut s'appuyer, bien évidemment, on peut s'appuyer sur
sur une histoire de l'éducation relative à l'environnement qui est quand même assez riche au Québec, puis qu'on tend malheureusement à ignorer, qui est une histoire qui est méconnue, mais qu'on aurait avantage à mieux connaître pour saisir son évolution au fil des décennies qui l'ont construite, pour comprendre les personnes puis les organisations qui y ont contribué, puis celles qui y contribuent encore, pour qu'on puisse réfléchir collectivement aux façons de mettre en œuvre finalement des transformations qui sont attendues dans le milieu de l'éducation. Parmi les autres leviers, ben, on peut aussi penser aux données de la recherche qui contribuent, en fait, qui démontrent la contribution de l'éducation relative à l'environnement, tant à la réussite éducative, mais aussi au développement intégral des personnes et des collectivités. Donc, il y a de la recherche qui foisonne à cet égard-là, puis ça, c'est important de pouvoir s'appuyer dessus, d'autant plus qu'aujourd'hui, ben, la façon dont s'oriente l'avenir de la recherche en éducation au Québec, ben c'est quand même inquiétant avec le projet de loi 23 qui vient d'être adopté et qui vient consacrer, en fait, l'importance qu'on accorde aux données probantes en éducation, qui met de côté bien souvent d'autres traditions de recherche avec qui mobilisent d'autres épistémologies, d'autres façons de construire la connaissance en éducation. Donc, il y a lieu peut-être là de s'inquiéter, mais malgré tout, il y a quand même de la recherche qui se fait sur laquelle on peut s'appuyer, qui atteste de la contribution de l'ERE au développement intégral des personnes. Donc, c'est un autre levier sur lequel on peut s'appuyer. Là, je regarde Lucie, moi aussi, le temps, est-ce que ça va? Oui, je peux continuer parce que j'avais d'autres choses parce que tout à l'heure, j'ai parlé du programme de formation de l'École québécoise. Effectivement, on a un programme de formation que certains appellent à réviser prochainement, mais un programme de formation qui, comme je le disais, quand même ouvre certaines portes pour articuler une éducation relative à l'environnement et qui constitue un socle quand même important sur lequel on peut s'appuyer pour déployer l'éducation relative à l'environnement dans les milieux formels. Mais comme je le disais, il faut davantage préciser dans le programme. Donc peut-être que la révision qui est tant attendue pourrait mieux s'orienter vers l'articulation avec une éducation relative à l'environnement. Puis peut-être en terminant pour ce point-là des leviers, ben, je pense qu'on peut s'appuyer aussi sur des propositions de la société civile, comme tu le mentionnais plus tôt, Lucie, c'est-à-dire les propositions de politique publique qui sont formulées à partir de la base, à partir des acteurs qui œuvrent à même ce champ-là, qui dans les dernières années ont convergé vers une proposition de politique publique, comme tu disais, qui est la stratégie d'éducation relative à l'environnement. Je pense qu'il y a là matière à s'appuyer sur un travail collectif qui s'est fait à partir de la base pour le faire remonter progressivement dans les institutions de manière à ce qu'on puisse éventuellement un jour garantir une éducation relative à l'environnement à l'ensemble des personnes qui habitent le territoire du Québec. Donc, j'arrêterai là pour le moment. Pour le moment. C'est sûr qu'il y a une belle vitalité au sein des milieux qui ont une mission éducative là, en milieu scolaire. Il y a des projets fabuleux, il y a des visions inspirantes au sein des organismes, des institutions avec des programmes d'éducation à l'environnement. Et dans la société, justement, toutes ces dynamiques de mobilisation citoyenne où il se passe tellement d'apprentissage et tellement de construction d'apprentissage collectif dans les mobilisations citoyennes. Alors oui, je pense que c'est important de reconnaître ça et d'offrir des tremplins formels disons, d'éliminer les entraves au déploiement de tout ça. Et ça prend des politiques publiques appropriées. Alors, et justement conçues dans une dynamique démocratique et non pas dans des sphères très sélectes avec des visions particulières de l'éducation. Alors maintenant, on va reprendre, si vous voulez bien, le tour de table d'une façon plus générale. Il y a peut-être des idées qui ont surgi en vous écoutant les uns les autres. En fait, on pourrait reprendre le tour de table de façon générale sur vos propos, puis sur, bon, évidemment, toujours autour de la question du rôle des jeunes face à la crise climatique et
peut-être plus globalement, des jeunes comme acteurs majeurs des changements qui s'imposent. Les jeunes le réclament. Le rôle des jeunes comme acteurs de leur monde, c'est leur seul monde. Et je pense qu'on l'a évoqué, on pourrait revenir sur le fait que les lieux d'engagement des jeunes sont des lieux d'apprentissage extraordinaires et pour ça, ça prend ça prend des espaces pour favoriser ces mobilisations-là, ce travail collectif des jeunes. Alors, comment est-ce qu'on peut stimuler, valoriser le pouvoir agir des jeunes? Puis est-ce qu'il y a des initiatives porteuses là, que vous aimeriez partager? J'ai déjà vu Martine qui a levé la main. On t'écoute, Martine. Avec un peu de son. C'est pas facile le contexte dans lequel tu te trouves. Alors, on t'entend. Exactement. Là, vous m'entendez. Parfait, merci. Donc, oui, ben, j'aimerais partager avec vous un exemple, une initiative justement où on peut voir comment les jeunes sont des acteurs, des actrices clés quand on parle de la lutte contre les changements climatiques, quand on parle de la lutte climatique. Peut-être qu'il y en a des gens qui suivent ces dossiers-là, mais par exemple, au Québec, depuis quelques années, et surtout grâce au travail des groupes de jeunes, des collectifs de jeunes, l'année dernière, oui, c'était l'année dernière à l'Assemblée nationale du Québec, en fait, euh, les partis politiques ont voté de façon unanime une motion qui engage le gouvernement du Québec à examiner la création d'un comité conseil jeunesse permanent sur le climat, un comité composé par des jeunes dans un processus horizontal, inclusif, participatif. Donc, l'année dernière, il a eu ses votes. Ça fait 1 an et demi déjà, en fait. Et depuis, plusieurs collectifs des organisations jeunesse attendaient des nouvelles. Il n'y avait pas de nouvelles. Les organismes s'inquiétaient un peu. Et justement, hier, à une rencontre qui a eu des groupes de jeunes du Québec qui sont présents ici à la COP28, une rencontre avec le ministre Charette. Enfin, dans cette rencontre-là, les jeunes ont profité pour interpeller justement les ministres et leur dire, bon, ça fait 1 an et demi que le gouvernement fait cette analyse-là pour la création de ces groupes. On est rendu où il faut passer à l'action. Bon, le ministre a justement confirmé que finalement, il y a eu déjà des approbations. Les projets de création du comité se trouvent déjà dans une étape, si on peut dire comme ça, dans une étape finale. Et donc, ce comité devrait avoir lieu, devrait être mis en place bientôt. Donc, oui, c'est une bonne nouvelle. Ça montre justement comment les efforts des jeunes peuvent se traduire dans des choses concrètes. Ce n'est pas encore terminé. Et j'espère que ça va être mis en place bientôt, mais moi, je suis pas mal confiant que si jamais il n'y a pas de, il n'y a pas des actions concrètes très, très bientôt, je suis sûr que les jeunes et la jeunesse va interpeller à nouveau le gouvernement, va mettre la pression et va rappeler au ministre et au gouvernement en général de cet engagement de la part du ministre Charette par rapport à la création de ce comité-là. Donc, je pense que c'est un bon exemple de comment la jeunesse se mobilise et une fois que va se concrétiser la création de ce comité-là, bon, bah, ça va être super important parce que finalement, il va y avoir un espace décisionnel où les jeunes vont pouvoir participer de façon active au Québec quand on parle de l'action climatique qui met en place les différents gouvernements. Effectivement, c'est une belle porte qui s'ouvre et je pense que la question du climat, à un moment donné, a été un déclencheur de l'importance justement d'interpeller les jeunes et le monde de l'éducation. Mais tu sais, faudrait-il encore que cette question soit abordée
dans une perspective globale du rapport des sociétés au monde vivant et non pas axé sur uniquement, et pourtant c'est important, sur des solutions technologiques ou des solutions à court ou moyen terme. Alors, merci beaucoup, Martine. Je pense que Lilou, tout à l'heure, disait que elle avait pas complètement terminé de déployer sa pensée et qu'elle aurait des choses à ajouter sur tout ça. Oui, j'ai toujours des choses à ajouter. Puis là, j'attends la réponse dans le chat pour donner une réponse plus précise. Mais je pense que oui, il y a au niveau politique. euh, Mais du côté de la société civile aussi, de faire de la place aux jeunes dans nos organisations. Donc, sur des conseils d'administration, de réserver des places à des jeunes. C'est pas encore l'endroit le plus accessible non plus pour des jeunes. Donc, euh, un accompagnement, une validation de la part des personnes qui sont moins jeunes. Parce que des fois, je veux dire, c'est déjà qu'il y a des barrières parce qu'on ne connaît pas le fonctionnement. Moi, je veux dire, c'est cette année, je suis quelqu'un d'assez impliqué, puis c'est seulement cette année que j'ai découvert le fonctionnement de conseil d'administration dans une OBNL, puis tout, puis à quel point ça peut avoir un impact. Euh, donc, déjà qu'il y a des freins là, si en plus, quand on arrive, puis qu'on est reçu avec des attitudes ou des commentaires qui peuvent être condescendants, qui peuvent être réducteurs, ben, c'est sûr que ça encourage pas la participation des jeunes. Puis récemment, là, j'ai vu l'Institut de la Institut statistique, je sais plus c'est quoi exactement le terme pour l'ISQ, là, mais a sorti des chiffres qui donne un genre de portrait de l'engagement politique des jeunes. Fait qu'on dit tout le temps, ah, les jeunes, ils votent pas assez, etc., etc. Puis au final, ça montre en chiffres que les jeunes sont extrêmement politisés, mais à l'extérieur des urnes. Donc, que ce soit en prenant part à des actions politiques, en allant faire des recherches sur Internet par rapport à un sujet donné, en s'exprimant sur les réseaux sociaux, en discutant avec leur environnement. Donc, les jeunes sont très, très politisés. Je veux dire, on a grandi avec ça. C'est juste que le système politique, puis honnêtement, avec raison, laisse parfois des doutes quant à sa capacité à représenter la société civile. Ouais, exactement. Euh, donc, oui, c'est ça. Je pense que revoir la démocratie à un niveau beaucoup plus local, puis autour de nous, comment est-ce qu'on peut encourager, tu sais, d'aller à telle action ou à tel événement, ben, d'embarquer avec nous, que ce soit nos petits frères et sœurs, que ce soit nos parents, nos amis. Moi, je crois beaucoup à l'intergénérationnel aussi. Donc, on parle des jeunes, mais il y a aussi une tranche d'âge, on va dire en haut de 60 ans, qui a du temps pour s'impliquer, puis qui a une vision, une expérience, une sagesse à transmettre. Moi, je veux dire, j'ai des mentors de vie qui sont comme des deuxièmes grands-mères, là, qui sont... puis quand on échange, ben c'est réciproque. Donc, de ne pas voir ça non plus comme uniquement, ah, c'est les jeunes, on écoute les jeunes, on leur donne toute la responsabilité de changer les problèmes qu'on a créés. Je pense c'est important d'avoir cette réciprocité-là entre les générations, cette entraide, de s'accompagner parce que, je veux dire, moi, je peux m'impliquer, là, mais veux pas, je suis encore à l'école, il y a des choses que j'ai pas appris, il y a des choses que je connais pas, j'ai besoin d'accompagnement. Par contre, j'ai cette énergie, cette fougue, j'ai un regard nouveau, une autre manière de voir le monde, une autre manière de concevoir le succès, la réussite, la famille, l'école, l'argent, le bonheur. Donc, c'est très, très complémentaire. Puis, donc, ouais, de manière très concrète, je dirais de laisser de la place et d'accompagner, de soutenir, de... Ouais. Donc, je reste dans l'engagement, l'éducation politique, on va dire, là, ou démocratique. Puis, rapidement, là, pour répondre à la question, par rapport à, c'était en tant qu'association étudiante, y a-t-il des conseils pour aider à plus mobiliser nos étudiants ou à les sensibiliser? Je sais pas, c'est pour ça que je posais la question, il y a des associations d'associations qui portent des campagnes. Donc, des fois, il y a des outils, que ce soit la CRU, avec un S, là, CRUES, ou ben, il y a aussi la FEC, je sais pas exactement avec quel asso tu es, mais de trouver un groupe et de mutualiser des outils ensemble parce que ça permet de pas refaire du travail inutilement. Puis aussi, je dirais de travailler sur la rétention. Parce que des fois, on a de la difficulté avec ça, puis en particulier dans les associations étudiantes, vu qu'il y a
il y a un gros roulement d'avoir des bonnes stratégies de rétention, donc pour garder les personnes. Puis souvent, ça va passer par avoir du plaisir, créer des micro-communautés, que les gens, tu sais, l'importance des relations humaines, aujourd'hui, c'est moins là. Donc, je dirais de rendre ça le fun, là, de donner espoir, de montrer comment est-ce que ça a du sens de faire ça, c'est quoi l'impact que ça peut avoir, de venir à une échelle beaucoup plus locale aussi. Tu sais, je veux dire, c'est le fun. Puis après ça, la grève peut être super pertinente dans certains contextes, mais des fois, on est bloqué dans nos anciennes manières de militer, notamment dans les associations étudiantes, où, bon, OK, ça a marché une fois, ça a marché en 2012 ou peu importe quand, fait qu'on fait tout le temps ça. Ben, des fois, notamment dans le contexte du climat, ben, est-ce que la grève, c'est la meilleure manière de faire? Toutes les heures qu'on passe à mobiliser dans notre cafétéria d'école, à dire, hey, il faut venir à l'Assemblée générale de grève pour telle raison, versus si on passe le même nombre d'heures à aller voir ces mêmes personnes, puis à leur expliquer pourquoi c'est important qu'elles aillent à toutes les assemblées générales, puis à s'impliquer dans le conseil étudiant ou dans les comités, que là, on est dans un processus d'aller au café étudiant plutôt qu'à la cafétéria, d'aller, là, on a un poste pour siéger sur l'administration, whatever, tu sais, comme d'expliquer les processus de comment est-ce que nous, dans l'école, on essaye de démocratiser ça, puis comment est-ce que l'école s'implique dans la communauté. Je pense que c'est beaucoup plus parlant. Encore une fois, je reviens au cynisme de ma génération, ben, de donner des exemples concrets de hey, tu fais ça, ça va faire ça, puis on est en contact avec tel organisme dans la communauté, puis dans tel programme, tu peux influencer ton prof. En tout cas, tu sais, il y a comme. Je pense qu'on doit, nous aussi, en tant que jeunes, revoir nos manières de militer qui sont peut-être plus appropriées, ou du moins, tu sais, mettons, dans le cas de la Palestine en ce moment, on a des manières de faire une expertise qui est full appropriée, qui fonctionne, qui met de la pression. Dans le cas du climat, où là, on vous propose des choses plutôt que oui, on peut s'opposer, mais c'est comme un peu différent. Euh, c'est peut-être des manières différentes, des stratégies différentes auxquelles il faut avoir recours. Donc, ce serait mes conseils. Ah, mais excellent, Lilou. Moi, j'aime bien l'idée aussi de revisiter l'idée de plaisir, de joie, de sens dans l'engagement. Pourquoi pas? Hein, ça peut être, il peut avoir une énergie extraordinaire à aller chercher et à offrir dans cet engagement-là. J'apprécie beaucoup. Hugues, est-ce que tu aurais quelques idées ou commentaires à partager sur toutes ces grandes questions-là? Ben mon Dieu, après l'intervention de Lilou, c'est difficile, là. Non, mais sans blague, en fait, je voulais faire du pouce sur quelque chose qu'elle avait avancé, que Lilou t'avait avancé dans ta première intervention, là, comme le rôle de l'école, finalement, puis je dis l'école, mais tout le système formel, là, je veux dire, là, dans l'accompagnement, finalement, du développement du pouvoir agir, c'est-à-dire de prendre au sérieux l'éducation démocratique, pas juste en parlant à propos de la démocratie, encore une fois, mais de parler en démocratie, de parler de former par la démocratie scolaire, donc, d'accompagner finalement les jeunes, justement, qui se réunissent en assemblée, qui prennent conscience de leur pouvoir agir à travers ce travail-là, cette organisation politique-là qu'elles et elles font. Je me souviens d'interventions d'autres personnes, en fait, parce qu'on a tenu d'autres discussions avec des personnes jeunes de différents groupes militants par le passé, puis on s'est rendu compte, entre autres, notamment à travers les grandes mobilisations de 2019, à travers les Vendredis pour le futur, puis la constitution des différents mouvements, là, que ce soit La planète s'invite à l'université, le devoir environnemental collectif, puis le mouvement pour le futur. Ce qu'on s'est rendu compte dans ces mobilisations-là, c'est que suite à la prise de conscience des jeunes de leur pouvoir agir par rapport au climat, par rapport à la justice climatique, dans les écoles se sont mis en place une série de projets qui n'étaient pas nécessairement en lien avec le climat, mais qui permettaient finalement d'animer une vie démocratique dans les écoles. Et là, tout d'un coup, on a vu l'émergence de friperies spontanées qui se sont créées. On a vu des balles qui ont pris d'autres ampleurs. On a vu des comptoirs d'échange de biens et services. On a vu plein de choses émerger. Donc, parce que les jeunes, en apprenant dans l'action démocratique, ont pris conscience de leur pouvoir collectif, puis de leur pouvoir agir. Et donc, je pense que l'école peut se saisir de ça, en fait, pour mieux accompagner encore l'apprentissage du pouvoir agir. Donc, je pense qu'il y a un rôle à jouer là, parce qu'il faut à terme comprendre puis admettre que les jeunes sont légitimes finalement de revendiquer ce droit de parole-là dans la cité. C'est pas vrai qu'on devient citoyen à 18 ans. En fait, on est citoyen de notre monde, comme tu le disais, Lucie, plus tôt. C'est le seul monde dont on dispose et les jeunes en font partie et donc ils sont citoyens de ce monde-là. Donc, ils sont légitimes. Leur voix, elle est crédible parce que c'est eux qui parlent de leur propre réalité.
puis elle est valide aussi parce qu'ils ressentent des choses qu'on doit reconnaître, qu'on doit entendre. Donc, c'est important je pense que l'école a davantage à faire, là. Je pense qu'il y a encore un rôle à développer à ce sens-là. Oui, puis il y a déjà des gens mobilisés là, dans le système scolaire. Si seulement on ouvrait l'espace-temps et la possibilité à travers toutes ces structures rigides pour le faire. Et c'est bien, Hugues, parce que tu viens de répondre en partie à une question d'Ariane Baudin dans le chat. Comment est-ce que l'air peut aider les gens à s'ancrer concrètement dans leur milieu? Et c'est toujours la question qu'on pose. Oui, on veut bien, mais comment s'ancrer concrètement? Et en fait, je dirais que j'apporterais peut-être un élément de réponse, vous en aurez d'autres, mais souvent, devant l'ampleur des questions à considérer, des problèmes à résoudre, des projets à développer, ben on peut se sentir tout seul. Et ça dépend des milieux. Il y a des milieux où on est particulièrement seul. Donc, moi, je pense que ce qui donne la force de bouger, c'est d'être ensemble. Ensemble, c'est le mot-clé pour l'action environnementale. Donc, quand on n'a pas autour de soi des gens qui ont la même longueur d'onde, les mêmes préoccupations, mais en fait, je pense qu'on peut se mettre à ouvrir les yeux sur toutes les initiatives, les organisations qui existent dans notre quartier, par exemple, organisations de voisins, des organisations municipales dans le domaine de l'environnement. Il y a plusieurs ONG qui accueillent volontiers les énergies. Donc, allez ouvrir les yeux sur le paysage de l'engagement qui est actuellement existant autour de nous et s'y joindre. Parce qu'effectivement, réinventer la roue tout seul dans son coin, on n'y arrive pas et puis c'est décourageant. Auriez-vous des éléments de réponse, Martine, Lilou, Hugues, à cette belle question d'Ariane? Comment est-ce qu'on peut aider les gens à s'ancrer davantage concrètement dans leur milieu? Ben, peut-être pour faire du pouce un peu sur ce que tu disais, Lucie, ben, tu sais, je pense que l'éducation relative à l'environnement, habituellement, dans une démarche là, réfléchie, intégrale, je veux dire, va commencer par se pencher sur l'exploration du milieu de vie. Et donc, pour les élèves, pour les enseignants d'une école, en fait, on va les inviter à explorer leur propre milieu, comme tu le suggérais. Donc, on parlait d'ouverture de l'école sur son milieu, ben, ça commence par là, donc de sortir avec les groupes, puis voir en fait quels sont les éléments qui composent ce milieu-là, quelles sont les relations qui existent entre les différents éléments, quels sont les enjeux qui sont les plus saillants. Puis à partir de là, on est capable collectivement de déterminer ben, à quels enjeux on aimerait s'attarder ensemble, qu'est-ce qu'on voudrait faire, quelle lutte on voudrait aller rejoindre, par exemple, à quel problème on voudrait résoudre, si c'est ça, quel projet on voudrait mettre en place. Donc, c'est une démarche qui mène à ça, l'ouverture vers le milieu, la compréhension de ce milieu-là, puis ensuite l'engagement dans ce milieu-là pour le transformer. Fait que je pense que c'est le rôle d'une éducation relative à l'environnement, peut-être plus intégrale, je dirais. C'est vraiment la première étape, hein? Qui est-ce que je suis? Où est-ce que je vis? Avec qui est-ce que je partage ce milieu et cette vie? Alors, auriez-vous des éléments à partager? Je sais que Martine doit bientôt nous laisser parce que la vie à la COP28 est foisonnante et tu as des engagements majeurs à y jouer là-bas. Martine, si tu dois nous quitter maintenant, ben, on te remercie énormément. D'ailleurs, j'en profite là, pour vous remercier tous les trois, de votre participation. C'est éclairant, c'est des voix très complémentaires et inspirantes. Puis bon, ben, je vais m'adresser au public aussi, puisque le temps de notre échange est terminé. Alors, ben voilà, merci d'avoir apporté votre souffle derrière vos écrans. Et puis, bon, ben, on pourra ensemble se mobiliser encore et à davantage pour exiger une éducation de qualité qui prenne en compte les réalités de notre monde, une éducation qui soit adaptée
aux réalités contemporaines et à la hauteur des attentes des jeunes. Alors, comme Hugues l'évoquait, c'est une action politique forte qu'il faut déployer avec les jeunes, pas seulement pour les jeunes, mais avec les jeunes, pour exiger les changements structurels qui s'imposent, et pas seulement en réaction au changement climatique, mais et pas seulement non plus dans une perspective de développement durable, mais pour la reconstruction des liens entre nous et avec l'ensemble du monde vivant. Alors, je vous remercie encore, chers panélistes, et puis merci à tous les participants d'avoir été avec nous ce matin au petit déjeuner. Et merci à toi, Lucie, pour la belle animation. Oui, vraiment. Merci. Oui, merci. Merci Lilou, merci Martine. Bon, ben, on va pouvoir clôturer ce petit déjeuner. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans ce moment vraiment super enrichissant et merci beaucoup pour toutes vos interventions. C'était vraiment ce que j'envisageais pour ce petit déjeuner et c'est vraiment génial ce que vous nous avez partagé. Donc, merci énormément. Et dans le chat, vous pourrez retrouver notre sondage. Donc, n'hésitez pas à aller le remplir pour nous faire un retour et pour pouvoir qu'on s'améliore le mieux possible dans nos prochaines éditions. Donc, ben, écoutez, passez une belle journée, puis bonne nuit pour toi, Martine, si tu commences ta nuit à Dubaï. Au revoir. Au revoir.